Si vous m'écoutez depuis la France, la Belgique, le Québec, la Suisse, le Maroc, l'Algérie ou n'importe quel coin du monde, écrivez le nom de votre ville en commentaire. Et dites-moi une chose, à partir de quel moment l'amour d'un enfant devient-il une cage pour son propre père? Gabriel Morel n'avait jamais eu peur de vivre seul, pas avant février 2021. Il avait 84 ans, des mains épaisses, abîmées par 40 ans de maçonnerie, et une maison en pierre posée au bord d'un village de la Drôme provençale. Une maison qu'il avait bâtie lui-même à l'été 1972, quand sa femme Hélène portait leur première enfant. Chaque mur avait gardé quelque chose de lui. Chaque fissure, chaque poutre, chaque dalle de la cuisine racontait une partie de sa vie. Hélène était morte en octobre 2019, un cancer lent. Méthodique, cruel. Pendant des mois, Gabriel l'avait regardée disparaître dans leur lit conjugal sous les draps blancs qu'elle repassait autrefois avec une précision presque militaire. Après sa mort, la maison n'était pas devenue vide tout de suite. Au début, il y avait encore son odeur dans les armoires, ses foulards, derrière la porte, son écriture sur les pots de confiture. Puis, peu à peu, tout s'était refroidi. Mais Gabriel tenait, il se levait à 6 heures. Il préparait son café sur la vieille gazinière. Il ouvrait les volets. Il regardait le cerisier dans le jardin. Il descendait parfois au café de Roger où Marcel l'attendait avec son journal plié sous le bras. Il mangeait quand il avait faim, il parlait quand il voulait parler. Il se taisait quand le silence lui appartenait. Cette vie n'était pas joyeuse. Mais c'était encore sa vie, et c'est précisément cela que personne dans sa famille n'a voulu voir. Le matin du 12 février 2021, Gabriel a glissé dans sa salle de bain. Rien de spectaculaire. Pas de sang sur le carrelage, pas d'os brisé. Pas de drame assez grand pour justifier ce qui allait suivre. Il avait renversé un peu d'eau près du lavabo. Son pied droit était parti. Son flanc avait heurté le rebord de la baignoire. La douleur l'avait plié en deux, mais il avait réussi à ramper jusqu'au téléphone posé sur la chaise du couloir. Il avait appelé Thomas. Son fils, Thomas, est arrivé en moins d'1 heure. Trop vite, presque. Quand Gabriel y repenserait plus tard, ce détail lui reviendrait avec une netteté désagréable. Thomas n'avait pas seulement l'air inquiet. Il avait l'air prêt, comme si cette chute confirmait quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Il est entré dans la maison sans frapper, le visage fermé, le manteau encore sur les épaules. Derrière lui, Sophie, sa femme, portait déjà ce regard doux et grave des gens qui ont décidé à votre place tout en prétendant vous écouter. À midi, Claire avait pris le train depuis Valence. À 15 heures, ils étaient tous dans la cuisine de Gabriel. Sa cuisine. La table en bois était encore marquée par la brûlure d'une casserole oubliée en 1988. Hélène avait voulu la poncer, Gabriel avait refusé. Il disait que les accidents domestiques aussi faisaient partie d'une maison. Ce jour-là, pourtant, personne ne regardait la table. Tout le monde regardait Gabriel comme si lui-même était devenu l'accident. Thomas parlait d'une voix basse. Trop basse. Papa, tu ne peux plus rester ici tout seul. Gabriel avait levé les yeux. Je suis tombé. Thomas. Je ne suis pas mort. Claire avait serré ses mains autour de sa tasse. Personne ne dit ça, papa, mais on a eu peur. Cette phrase, Gabriel l'entendrait souvent dans les mois suivants. On a eu peur. 3 mots propres, 3 mots acceptables. 3 mots derrière lesquels on pouvait cacher n'importe quelle décision. Thomas a continué. Chez nous, il y a la chambre d'amis. Elle est grande. Sophie est souvent à la maison. Les enfants seraient contents de t'avoir plus près. Et moi aussi. Sophie a hoché la tête avec douceur. Tu ne nous dérangeras pas, Gabriel.
Vraiment, ce serait même rassurant pour tout le monde. Rassurant, voilà le premier mensonge. Pas un mensonge brutal, pas un mensonge lancé avec méchanceté. Un mensonge de famille, enveloppé dans du velours, servi avec une tasse de tisane et des yeux humides, parce que personne ne demandait vraiment ce qui serait rassurant pour Gabriel. On parlait de la peur de Thomas, de l'inquiétude de Claire, du confort de Sophie, de l'organisation des week-ends, du risque d'une nouvelle chute du téléphone qu'il pourrait ne pas atteindre la prochaine fois, mais pas de ce qu'on lui arrachait, pas une fois. Gabriel avait regardé la fenêtre. Dehors, le jardin était gris, mouillé par la pluie de février. Le cerisier n'avait pas encore fleuri. Il s'est souvenu d'Hélène, assise là en avril 2017, disant qu'elle voulait mourir dans cette maison. Elle avait eu ce privilège. Lui vivant, allait peut-être en être privé. Ce serait temporaire, avait-il demandé. Thomas avait répondu trop vite. Bien sûr, on verra. On verra. Encore une phrase qui ressemble à une porte ouverte, alors qu'elle est déjà en train de se refermer. Pendant les jours qui ont suivi, la maison de Gabriel a commencé à changer de nature. Elle n'était plus son refuge. Elle était devenue un problème à résoudre. Thomas ouvrait les placards. Claire triait les papiers. Sophie parlait de vêtements pratiques, de médicaments, de rendez-vous médicaux. Personne ne criait, c'était pire. Tout se faisait calmement, efficacement, presque tendrement. Et c'est dans cette tendresse que la violence se cachait. Le 4 mars 2021, Gabriel a quitté sa maison avec 2 valises, 3 chemises, son rasoir, une photo d'Hélène et la petite cafetière italienne qu'il refusait d'abandonner. Thomas a verrouillé la porte derrière lui. Gabriel a entendu le bruit de la clé tourner dans la serrure. Ce son-là aurait dû l'alerter. Ce n'était pas seulement une porte qu'on fermait, c'était une existence qu'on mettait en pause. Dans la voiture, personne ne parlait beaucoup. Sophie disait qu'elle avait préparé une soupe. Claire répétait que c'était mieux ainsi. Thomas gardait les yeux sur la route, sérieux, presque fier de faire ce qu'un bon fils devait faire. Et Gabriel, assis à l'arrière, regardait défiler les champs, les murs de pierre, les chemins qu'il connaissait depuis 50 ans. Il n'avait pas encore compris qu'il ne quittait pas seulement une maison. Il quittait son autorité sur les choses minuscules, celles qui ne semblent rien pour les autres. L'heure du café, la place d'une casserole. Le droit de laisser une veste sur une chaise, le droit d'exister sans demander. Quand ils sont arrivés chez Thomas, la maison était belle, trop belle. Moderne, claire, silencieuse, le jardin était taillé au cordeau. La cuisine ouverte brillait comme dans un magazine. La chambre d'amis donnait sur une haie de lauriers. Sur le lit, Sophie avait posé une couverture propre et une serviette pliée. « Voilà, Gabriel. Tu seras bien ici. » Il a souri. Parce que un père sourit quand ses enfants pensent de bien faire, il a dit merci. Parce qu'un vieil homme comprend vite qu'il doit être reconnaissant, même quand on lui prend quelque chose. Le soir même, Thomas a apporté ses médicaments dans une petite boîte compartimentée. Sophie lui a montré où étaient les verres. Claire a appelé pour vérifier s'ils s'installaient bien. Tout le monde était rassuré, tout le monde sauf lui. Mais Gabriel n'a rien dit, pas encore. Il était trop tôt pour accuser, trop tôt pour comprendre. Trop tôt pour nommer la blessure. À ce moment-là, il croyait encore qu'il traversait une période difficile entourée par l'amour des siens. Il ne savait pas encore que parfois, la trahison ne commence pas par une porte claquée. Elle commence par une chambre propre préparée avec soin. Elle commence par une famille qui dit « c'est pour ton bien ». Elle commence par un fils qui vous prend la main pour vous éloigner de votre maison, puis appelle cela de la protection. Et en mars 2021, Gabriel Morel, 84 ans, ancien maçon, veuf depuis 17 mois,
venait d'entrer dans la maison de son fils. Tout le monde disait qu'il y serait en sécurité. Personne ne disait qu'il n'y serait plus chez lui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et écrivez en commentaire d'où vous l'écoutez. Paris, Montréal, Bruxelles, Genève, Alger, Casablanca ou un petit village oublié. Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage. Et dites-moi votre théorie. Thomas voulait-il vraiment sauver son père ou attendait-il depuis longtemps l'occasion de prendre le contrôle de sa vie? Si vous m'écoutez depuis la France, la Belgique, le Québec, la Suisse, et la Belgique, le Maroc, l'Algérie ou n'importe quel endroit où cette histoire trouve un écho, écrivez votre ville en commentaire. Et dites-moi, peut-on encore appeler cela de l'amour quand une famille vous protège au point de vous faire disparaître? Au début, Gabriel Morel a essayé d'être raisonnable. C'était mars 2021. Il venait d'arriver chez Thomas et Sophie dans cette grande maison moderne à 25 km de la sienne. Tout y était propre, ordonné, silencieux. Rien ne manquait, mais ça n'était, du moins en apparence. Il avait un lit confortable, des repas chauds, une salle de bain sans marche, une lampe posée près de son fauteuil, et quelqu'un dans la maison presque toute la journée. Alors Gabriel s'est répété ce que tout le monde voulait qu'il croie. Il avait de la chance. Beaucoup d'hommes de son âge étaient seuls. Beaucoup n'avaient plus d'enfants pour s'occuper d'eux. Beaucoup auraient donné n'importe quoi pour qu'un fils leur ouvre sa porte. Alors, il a avalé ses premières gênes. Il a rangé ses silences dans sa poitrine. Il s'est interdit de se plaindre, mais ce que personne ne regardait, c'était la manière dont il commençait à se tenir. Un peu plus droit quand Sophie entrait dans la pièce, un peu plus discret quand Thomas parlait au téléphone, un peu plus lent quand il traversait le salon, comme s'il craignait de déplacer l'air lui-même. Au mois d'avril 2021, la première blessure est arrivée avec le café. Depuis plus de 50 ans, Gabriel se levait à 6 heures précises. Il descendait dans sa cuisine, allumait la gazinière, posait sa vieille cafetière italienne sur le feu, puis attendait le premier grondement du café. C'était un rituel simple, presque pauvre. Mais c'était à lui, chez Thomas, impossible. La cuisine donnait sur le salon, les chambres étaient proches. La moindre cuillère contre une tasse semblait faire du bruit. Sophie dormait jusqu'à 7h30. Thomas se levait vers 7h. Les enfants, quand ils étaient là, restaient couchés plus tard. Alors, Gabriel attendait, il ouvrait les yeux à 6h, comme toujours. Mais il ne se levait pas. Il restait dans sa chambre, les mains posées sur la couverture, à écouter les tuyaux, les voitures lointaines, les craquements d'une maison qui n'était pas la sienne. Il attendait que les autres autorisent le début de sa journée sans jamais avoir à le dire. À 7h30, Sophie frappait doucement. « Bonjour Gabriel, vous avez bien dormi ?» Il répondait oui. « Toujours oui. » Puis il descendait boire un café déjà préparé, dans une tasse choisie par quelqu'un d'autre, à une heure qui ne lui appartenait pas. Ce détail aurait fait rire un étranger. Un vieil homme privé de son café à 6h, est-ce vraiment une tragédie? Mais les tragédies familiales commencent souvent là, dans les petits renoncements que les autres jugent ridicules parce qu'ils ne leur coûtent rien. En mai 2021, ce fut le déjeuner. Dans sa maison, Gabriel mangeait vers 13h. C'était ainsi depuis Hélène. Elle préparait lentement, lui revenait du jardin. Il s'asseyait quand la faim venait, pas quand une horloge imposait sa loi. Chez Thomas et Sophie, on déjeunait à 12h30. Pas 12h20, pas 13h. 12h30, Sophie cuisinait bien. Il fallait le reconnaître, elle faisait attention. Elle demandait parfois « Gabriel, vous aimez les carottes comme ça? Vous voulez moins de sel ?»
Elle n'était pas méchante. C'était cela qui rendait tout plus difficile à accuser. Parce que la cruauté évidente se combat. La gentillesse qui vous efface vous laisse sans défense. Gabriel mangeait à 12h30 et même lorsqu'il n'avait pas faim, il disait merci. Il finissait son assiette, il félicitait Sophie, et chaque jour quelque chose en lui reculait d'un pas. En juillet 2021, les petits-enfants sont venus passer 3 semaines. Lucas avait 9 ans, Emma en avait 12. Ils l'aimaient à leur manière rapide, bruyante, sonnante, distraite. Ils entraient dans sa chambre sans toujours frapper. Ils lui demandaient s'il avait connu la guerre, s'il avait déjà vu une vache de près, s'il savait utiliser une tablette. Il riait fort, courait dans le couloir, laissait des jouets près de sa porte. Gabriel souriait, mais le soir, il fermait les yeux avec un épuisement qui n'était pas seulement physique. Il comprenait que même sa fatigue devait rester polie, il ne pouvait pas dire « je veux le silence », car ce silence n'était pas le sien à réclamer. C'était la maison des enfants, la maison de Thomas, la maison de Sophie. Lui n'était que l'homme âgé dans la chambre d'amis. En septembre 2021, Marcel a voulu venir le voir. Marcel, son vieux compagnon du café de Roger. Celui qui passait autrefois sans prévenir, avec un journal sous le bras et une opinion sur tout. Gabriel avait eu envie de le recevoir. Une envie simple, presque joyeuse. Un homme de son ancienne vie allait entrer dans sa nouvelle vie et peut-être que cela réparerait quelque chose. Il en a parlé à Sophie, pas annoncé. Demandé. Sophie, Marcel voudrait passer un après-midi. Elle a souri, mais Gabriel a vu ses yeux filer vers l'agenda posé près du téléphone. Bien sûr. Quel jour? Parce que jeudi, j'ai le dentiste. Vendredi, Thomas rentre tôt. Samedi, les enfants auront leurs activités. Peut-être mardi prochain. Mardi prochain. Marcel n'est jamais venu, pas parce qu'on le lui avait interdit. Non, rien n'était interdit dans cette maison. Tout était simplement organisé de manière à ce que le désir de Gabriel arrive toujours trop tard, trop petit, trop gênant. Et c'est ainsi que l'on vole une feuille vie sans laisser de traces. En octobre 2021, Thomas a remarqué quelque chose. Un soir, après le dîner, il a trouvé son père debout près de la porte du salon. Gabriel regardait le canapé comme on regarde une frontière. Thomas lui a demandé « Papa, pourquoi tu restes là ?»« Viens t'asseoir. » Gabriel a obéi. Il s'est assis au bout du canapé. La télévision était allumée. Sophie regardait une émission qu'elle aimait. Thomas consultait son téléphone. Les enfants riaient à l'étage. Gabriel ne disait rien. Il regardait l'écran sans le voir. Thomas a baissé la voix. « Mais papa, tu as changé. » Gabriel n'a pas répondu. « Tu fais comme si tu attendais toujours la permission. » Cette phrase aurait dû tout ouvrir. Mais Thomas l'a prononcée comme un constat triste, pas comme une accusation contre lui-même. Il voyait le symptôme. Il refusait encore d'en regarder la cause. Gabriel aurait pu dire « Oui, Thomas, j'attends la permission de vivre dans ta maison. » Il ne l'a pas dit parce qu'un père protège souvent ses enfants de la vérité qu'ils mériteraient d'entendre. Alors il a simplement murmuré « Je ne veux déranger personne. » Thomas a soupiré. « Mais tu ne déranges pas, c'était faux. » Pas dans les faits, dans l'air. Chaque geste de Gabriel dérangeait l'ordre invisible de cette maison. S'il ouvrait un placard, il risquait de ne pas remettre le bol au bon endroit. S'il changeait de chaîne, il rompait une habitude. S'il invitait quelqu'un, il modifiait un planning. S'il parlait trop, il occupait un espace qui n'avait pas été prévu pour sa voix. Il n'était pas maltraité, il était absorbé. Et l'absorption est parfois plus terrible que la violence parce qu'elle laisse le corps intact pendant qu'elle ronge le nom, les habitudes, la place.
Puis est arrivé le mercredi 17 novembre 2021. Ce matin-là, Gabriel s'est réveillé avec une envie précise, préparer une daube. Celle de sa mère, celle qu'Hélène avait reprise, avec le vin rouge, les carottes, l'ail, le bouquet garni, et cette cuisson lente qui remplissait toute la maison d'une odeur de mémoire. Il est descendu vers 9 heures. Sophie était sortie faire des courses. La cuisine était vide, la cuisine brillait. Les bocaux étaient alignés, les casseroles suspendues, les torchons pliés, le plan de travail sans une miette. Tout était parfait, trop parfait. Gabriel est resté sur le seuil. Il aurait suffi d'entrer, d'ouvrir les placards, de chercher une cocotte, de poser la viande, de commencer. Mais sa main n'a pas bougé, parce qu'il a compris, dans une clarté froide, qu'il ne pouvait pas préparer une daube dans cette maison sans demander. Il aurait fallu demander à Sophie quelle casserole utiliser, où trouver les épices, si cela ne gênait pas pour le déjeuner, si l'odeur ne dérangeait pas, si le plan de travail pouvait rester occupé toute la journée. Demander. Pour cuisiner un plat de sa propre enfance, demander. Pour accomplir un geste qu'il faisait autrefois sans même y penser. Alors Gabriel est remonté dans sa chambre. Il s'est assis au bord du lit et il a regardé ses mains. Ses mains avaient bâti une maison. Elles avaient porté des sacs de ciment, posé des pierres, réparé des toits, planté des arbres, tenu Hélène quand elle vomissait après la chimiothérapie, bercé Thomas enfant quand il avait peur de l'orage. Et maintenant, ses mêmes mains n'osaient pas toucher une casserole dans la maison de son fils. Ce jour-là, quelque chose s'est fissuré. Pas bruyamment, pas comme une colère. Comme une vérité qui cesse enfin de se cacher, Gabriel a compris qu'il ne vivait plus chez Thomas. Il séjournait, il était un invité permanent, poli, surveillé, nourri, protégé et peu à peu dépouillé de lui-même. On lui avait pris sa maison au nom de la sécurité, puis son rythme au nom de l'organisation, puis ses visites au nom du confort, puis sa cuisine au nom de la place de Sophie. Et chaque prise avait été si douce, si raisonnable, si bien intentionnée, qu'il avait fallu 8 mois pour reconnaître le vol. Le soir du 17 novembre 2021, Claire l'a appelé. « Ça va, papa ?» Gabriel a fermé les yeux. Il aurait pu mentir encore, mais cette fois, la phrase est sortie avant la prudence. « Claire, quand tu viens me voir ici, comment tu me trouves ?» À l'autre bout du fil, le silence a duré longtemps. Puis Claire a répondu d'une voix basse, petit, un seul mot. Petit, Gabriel a serré le téléphone contre son oreille. Comment ça, petit ? Claire semblait regretter d'avoir parlé, mais il était trop tard. Comme si tu t'excusais d'être là, comme si tu avais peur de prendre trop de place. Gabriel n'a rien répondu. Il regardait la chambre d'amis autour de lui. Le lit propre, la commode claire. La photo d'Hélène posée sur une table qui ne lui appartenait pas. Ses vêtements rangés dans une armoire où il n'avait choisi ni les étagères, ni l'odeur, ni la lumière, et d'Afil d'ailleurs. Petit, voilà donc ce qu'ils avaient fait de lui. Pas des étrangers, pas des ennemis. Son fils, sa belle-fille. Sa fille aussi par son silence. Ils n'avaient pas voulu le détruire. C'était presque pire, ils avaient voulu l'arranger. Le mettre en sécurité, le rendre gérable. Prévisible, accessible. Calme, reconnaissant. Et pour cela, il l'avait réduit. En novembre 2021, Gabriel Morel a cessé de chercher ce qui clochait en lui. Il a commencé à comprendre ce qui clochait autour de lui. Et à partir de ce soir-là, dans la maison impeccable de Thomas et Sophie, l'amour familial a changé de visage. Il n'était plus seulement une main tendue, il était aussi une main posée sur sa bouche. Si cette
cette histoire vous serre la gorge, abonnez-vous et écrivez en commentaire d'où vous écoutez. Marseille, Montréal, Bruxelles, Genève, Lyon, Alger, Casablanca ou ailleurs. Je veux lire vos villes, mais aussi vos théories. Claire a-t-elle dit la vérité trop tard? Sophie était-elle vraiment innocente? Et Thomas protégeait-il son père? Ou protégeait-il surtout sa propre tranquillité? Si vous m'écoutez depuis la France, la Belgique, le Québec, la Suisse, le Maroc, l'Algérie ou une ville que je ne connais pas encore, écrivez son nom en commentaire. Et dites-moi franchement, quand une famille dit c'est pour ton bien, faut-il toujours la croire? Après le soir du 17 novembre 2021, Gabriel Morel ne regarda plus la maison de Thomas de la même manière. Avant, il cherchait ce qui n'allait pas en lui. Il se demandait pourquoi il était triste alors qu'on lui donnait tout, pourquoi il se sentait seul dans une maison pleine, pourquoi il avait honte d'avoir envie de repartir alors que son fils l'avait accueilli. Mais après le mot de Claire, tout devint brutalement clair. Petit, elle avait dit qu'il avait l'air petit, pas malade, pas fatigué, pas fragile, petit. Comme si sa propre famille l'avait plié lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'il tienne dans un coin de chambre, dans un horaire imposé, dans une tasse de café servie trop tard. À partir de décembre 2020 et Gabriel se mit à observer. Non plus comme un vieil homme reconnaissant, mais comme un homme qui cherche des preuves. Il observa Sophie qui rangeait derrière lui dès qu'il posait un verre sur la table basse. Elle le faisait gentiment, sans reproche, avec ce sourire calme qui empêchait toute plainte. Mais le message était là, même ses traces devaient disparaître. Il observa Thomas qui disait souvent « Papa, tu veux quelque chose ?» mais jamais « Papa, qu'est-ce que tu veux décider ?» La différence était immense, on lui proposait des services. On ne lui rendait pas son autorité, on l'aidait à vivre, mais seulement dans les limites de ce que la maison acceptait de lui laisser. Le 9 janvier 2022, Gabriel osa parler. C'était un dimanche soir. Les enfants venaient de repartir chez leur mère. Sophie débarrassait la table. Thomas buvait une tisane devant la baie vitrée. Dehors, le jardin était noir, parfaitement taillé, sans désordre, sans vie. Gabriel dit « Thomas, il faut que je te parle. » Son fils leva les yeux, inquiet avant même d'avoir entendu. « Tu ne te sens pas bien, voilà. Toujours le corps, toujours la santé, toujours la chute possible, jamais l'âme qu'on étouffait. Je ne parle pas de mon corps, Thomas. » Sophie s'arrêta près de l'évier. Gabriel sentit aussitôt cette tension polie qui tombait dans la pièce. Dans cette maison, même la vérité devait demander la permission d'entrer. Il continua « Je crois que je dois rentrer chez moi. » Thomas posa sa tasse. « Oh papa, non, un seul mot. » Section immédiat. Pas une question, pas une écoute. Un refus, et ce refus dévoila tout. Pendant des mois, Thomas avait appelé cela une invitation, une solution temporaire, une preuve d'amour. Mais au moment où Gabriel voulut reprendre sa liberté, son fils ne répondit pas comme quelqu'un qui avait accueilli son père. Il répondit comme quelqu'un qui possédait déjà la décision. « Tu ne peux pas vivre seul, » reprit Thomas. « Tu es tombé une fois, tu peux retomber. Je peux aussi mourir ici en faisant semblant d'être vivant. » Sophie baissa les yeux. « Thomas Palit, ne dis pas ça. » « Pourquoi? Parce que ça te fait mal. Moi, ça me fait mal depuis 10 mois. » Le silence devint lourd. Pour la première fois, Gabriel ne chercha pas à l'alléger. Il parla du café à 6 heures, du déjeuner à 12h30, de Marcel qu'il n'avait pas reçu,
de la daube qu'il n'avait pas osé cuisiner le 17 novembre, de sa chambre devenue refuge, puis prison. Il parla doucement, mais chaque phrase portait l'accusation que personne ne voulait entendre. Thomas se défendit comme se défendent les enfants coupables sans vouloir l'être. On a tout fait pour toi. Non, Thomas, vous avez tout fait pour que je sois en sécurité. Ce n'est pas pareil. Mais tu étais seul, j'étais chez moi. Ces 3 mots tombèrent entre eux comme un jugement. Sophie murmura. Gabriel, personne n'a voulu vous faire du mal. Il la regarda longtemps. Je sais. C'est pour ça que ça a pris autant de temps à voir, car c'était là le cœur de la trahison. Elle n'avait pas eu le visage de la cruauté, elle avait eu le visage de l'inquiétude. Elle avait parlé doucement, elle avait préparé des soupes. Elle avait plié des serviettes propres au pied d'un lit étranger, mais elle avait quand même pris. Elle avait pris la maison, le rythme, le droit au désordre, le droit au silence. Le droit d'être vieux sans devenir un meuble fragile qu'on déplace pour éviter les accidents. En février 2022, la discussion revint plusieurs fois. Thomas appelait Claire après chaque dispute. Claire appelait Gabriel ensuite, la voix tremblante, partagée entre la peur et la honte. « Et papa, Thomas s'inquiète vraiment. Je le sais. Et il dit qu'il ne se pardonnerait jamais s'il t'arrivait quelque chose. » Gabriel fermait les yeux. « Et moi, Claire, qui me demandera pardon pour ce qui m'arrive déjà ?» Au bout du fil, elle ne répondait pas, parce que Claire savait. Elle avait vu son père devenir plus silencieux. Elle l'avait vu marcher dans le salon de Thomas comme un homme qui traverse une église où il n'a pas le droit de parler. Elle avait vu ses épaules se refermer. Elle avait vu ses mains ne plus chercher à faire. Le 6 mars 2022, elle vint seule chez Thomas, un dimanche pluvieux. Gabriel était dans sa chambre. La porte était entr'ouverte. Il tenait la photo d'Hélène entre ses mains. Sur l'image, elle souriait devant leur maison, en juin 2008, près du cerisier, chargé de fruits. Claire entra sans bruit. Papa, il ne leva pas tout de suite les yeux. Ta mère aurait compris plus vite que vous tous. Claire s'assit près de lui. Je sais, ce je sais fut presque pire qu'un mensonge. Parce qu'il arrivait trop tard, Gabriel la regarda. Alors pourquoi tu n'as rien dit ? Claire pleura avant de répondre. Parce que j'avais peur. Peur que tu tombes. Peur que Thomas m'en veuille. Peur d'être celle qui disait que la solution parfaite ne l'était pas. Gabriel hocha lentement la tête. Voilà encore une vérité, salle des familles. Parfois, tout le monde voit, mais chacun protège son confort moral. Personne ne veut être responsable du drame, alors on laisse le plus faible porter la conséquence. Le 12 mars 2022, Thomas accepta enfin. Non par conviction immédiate, non parce qu'il comprenait tout, mais parce que Gabriel avait cessé de demander. Il avait annoncé. Je rentre chez moi samedi prochain. Cette fois, Thomas n'avait pas répondu non. Il avait baissé la tête. Pendant la semaine, ils organisèrent ce qu'ils auraient dû organiser dès février 2020 et des barres dans la salle de bain, un tapis anti-dérapant, un bouton d'urgence autour du cou, une aide à domicile 3 matins par semaine. Françoise, une femme de 58 ans, viendrait le lundi, le mercredi et le vendredi. Claire continuerait d'appeler chaque soir. Thomas passerait le dimanche. Tout cela existait. Tout cela était possible, mais personne ne l'avait proposé au début parce que la solution la plus simple pour les enfants avait été de déplacer le père, pas d'adapter sa vie. Et cette vérité-là, Gabriel ne l'oublia jamais. Le 19 mars 2022, il revint dans sa maison. Thomas porta les valises. Sophie n'était pas venue. Peut-être par pudeur, peut-être par malaise. Peut-être parce qu'au fond, elle savait que cette maison en pierre accusait silencieusement la sienne. Quand la porte s'ouvrit, Gabriel sentit l'odeur fermée des lieux qu'on a quittés
trop longtemps, la poussière, le bois, un reste d'humidité, mais sous tout cela, il reconnut quelque chose de plus profond. Sa vie. Thomas posa les affaires dans l'entrée. « Papa, tu m'appelles au moindre problème ? » ?»« Oui. »« Peux-tu garder le bouton sur toi ? » ?»« Oui. » Et si ça ne va pas, Gabriel le coupa. Si ça ne va pas, on cherchera une solution qui ne commence pas par m'effacer. Thomas resta immobile. Pour la première fois, il ne se défendit pas. Ses yeux rougirent. Je croyais bien faire. Gabriel le regarda et sa voix devint plus dure qu'il ne l'aurait voulu. C'est ça qui me fait peur, Thomas. Parce que les grandes blessures familiales ne viennent pas toujours de ceux qui veulent nuire. Elles viennent parfois de ceux qui croient aimer mieux que vous ne savez vivre. Quand Thomas partit, Gabriel resta seul dans la cuisine. Il était presque 17 heures. La lumière de Mars tombait sur la table en bois. La vieille brûlure de 1988 était toujours là. La photo d'Hélène retrouva sa place sur le mur. La cafetière italienne était posée près de la gazinière, comme si elle l'avait attendue. Le lendemain, 20 mars 2022, Gabriel se réveilla à 6 heures, pas 6h30. Pas 7 heures, pas quand la maison des autres se lèverait. 6 heures, il descendit lentement. Ses jambes étaient prudentes, mais son cœur avançait droit. Il mit l'eau, le café, il alluma le feu. La cafetière se mit à gronder. Ce bruit minuscule remplit la cuisine comme une victoire. Gabriel pleura, pas parce qu'il était triste, parce qu'il venait de comprendre jusqu'où on peut descendre sans mourir, jusqu'où une famille peut vous réduire en prétendant vous protéger, jusqu'où un homme peut perdre sa place avant de réaliser qu'il est encore temps de la reprendre. En avril 2022, Marcel revint sans prévenir. Il entra avec son journal sous le bras. « Alors, vieux, tu revis ?» Gabriel sourit. « Non, je recommence. » Et c'était la vérité. Il n'était pas abandonné, il n'était pas inconscient. Il n'était pas un vieillard capricieux refusant l'aide. Il avait simplement refusé que l'aide devienne une confiscation. À 85 ans, Gabriel Morel avait appris la phrase que personne ne veut entendre dans une famille. On peut être entouré et disparaître quand même. Et parfois, le vrai amour ne consiste pas à garder quelqu'un sous son toit. Il consiste à lui rendre la clé du sien. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et écrivez en commentaire d'où vous l'écoutez. Paris, Montréal, Bruxelles, Genève, Lyon, Alger, Casablanca, Tunis, Dakar ou ailleurs. Je veux connaître votre ville, mais surtout votre théorie. Thomas a-t-il compris trop tard? Claire a-t-elle été complice par son silence? Et Sophie était-elle vraiment innocente? Ou cette maison parfaite avait-elle besoin que Gabriel devienne petit pour rester parfaite?